Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à un thème très intéressant. Une économie peut-elle être dynamique sans croissance? Donc on voit bien qu'avec le vieillissement, la baisse de la démographie, la difficulté de nos économies à intégrer, à transformer la productivité en croissance, les ressources limitées et le fait qu'on ait compris que nous devons prendre soin de notre environnement, les croissances ne sont plus comme celles qu'on a connues dans les 30 Glorieuses. Mais malgré tout, est-ce que ça nous condamne à ne pas être dynamique? Pour répondre à cette question, vous avez la chance d'avoir un panel assez formidable. Donc d'abord, Anton Brinder, du Cercle des économistes, vous présentera la problématique. Et puis, vous avez, pour vous parler cet après-midi, deux académiques exceptionnels. Eric Hanushek, qui est professeur à la Hoover Institution, à l'université de Stanford, et qui est un des plus grands économistes spécialisés dans les questions d'éducation. C'est vraiment la sommité dans ce domaine. Marcel Fratscher, qui travaille pour le German Institute for Economic Research et qui a, ces dernières années, publié deux livres très importants. Le premier pour souligner le manque d'investissement en Allemagne et le deuxième pour souligner la montée des inégalités. Nous avons aussi avec nous trois responsables d'entreprise qui sont plus proches des entreprises et du terrain. Eric Labaille, qui dirige le McKinsey Institute, qui est un think tank, le think tank de McKinsey, puisque vous connaissez cette grande firme de consultants qui conseille la plupart des grands PDG. Ils ont décidé d'utiliser toutes les informations qu'ils avaient, qui remontaient du terrain, pour en tirer des leçons et travailler aussi avec des chercheurs. Yves Perrier, qui est le PDG d'Amundi, qui est la plus grosse société de gestion, enfin une des plus grosses en Europe, peut-être la plus grosse, et Mohamed Soual, qui est à la fois conseiller du président et économiste de l'Office chérifien des phosphates, qui est la plus grosse entreprise marocaine, qui est à la fois spécialisée dans l'extraction des matières premières, mais qui s'est aussi beaucoup diversifiée ces dernières années. Je laisse la parole à Anton pour qu'il vous présente le sujet de notre discussion. Très brièvement, donc, quelques mots sur le thème de cette session, croissance. Est-ce qu'on peut avoir une économie qui est dynamique sans croissance? Alors, vous savez qu'il faut répondre oui à toutes les questions qui apparaissent sur le programme, donc ça, si on se les résume à ça, c'est assez facile. Mais la question peut quand même un tout petit peu surprendre, dans la mesure où on a vécu pendant 2 siècles, on a eu la chance de vivre, quand on était en Europe, dans des économies où croissance et dynamisme économique allaient naturellement de pair. On a des économies dont la production a explosé. Si vous regardez ce qui s'est passé au cours de 2 siècles, les taux de croissance, le progrès des niveaux de vie, tout ça allait ensemble et le dynamisme de nos économies contrastait singulièrement avec l'immobilisme de celle d'une grande partie du monde. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dans les économies développées, on a des taux de croissance qui sont extrêmement faibles, qui vont rester relativement faibles sans doute, et même on s'interroge sur le fait de savoir si on ne va pas avoir des économies qui stagnent. Je crois que derrière ces questions, il faut se poser vraiment la question d'abord de la façon dont on mesure la croissance. Je le dis maintenant pour éviter que ça ne vienne polluer le débat, parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur mais est-ce qu'on mesure bien la croissance, est-ce qu'on mesure bien le progrès du bien-être? C'est une évidence que non, on le mesure mal. Et donc, derrière les chiffres de croissance dont on a l'habitude de parler, il faut toujours se rappeler qu'il y a une mesure assez imparfaite de ce que nous produisons. On a vécu pendant 2 siècles dans une économie qui a réussi à produire en masse beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup de services. En faisant ça, on a aussi produit une urbanisation, une industrialisation. Ça s'est accompagné d'une urbanisation, d'une industrialisation qui a causé énormément de dommages à notre environnement, qui a créé des tensions sociales. Tous ces dommages, tous ces dégâts de la croissance passée, la comptabilité nationale n'est absolument pas équipée pour les prendre en compte. C'est une comptabilité qui est née la mesure de la croissance. Elle a mesuré d'abord des quantités, on a mesuré le progrès des quantités produites. Aujourd'hui, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire que dans les sociétés développées, on a la chance d'être dans une société développée, la préoccupation centrale devient non plus de produire plus pour consommer plus, mais de produire mieux pour consommer mieux.
Et ça, bien sûr, ces progrès que nous faisons, car nous faisons des progrès en matière de façon de produire, en matière de qualité de ce que nous produisons, de ce que nous consommons, la comptabilité nationale est très mal équipée pour le prendre en compte, pour le mesurer. Donc il faut accepter qu'on vit avec des mesures de la croissance qui sont extrêmement imparfaites, mais que derrière une apparente stagnation des productions, des niveaux de production, parce que c'est ça, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance, il y a en fait un changement qualitatif très profond, non seulement de ce que nous produisons, mais aussi de la façon dont nous le produisons, et tout ça, c'est des choses donc, qui se dissimulent derrière la croissance faible que nous connaissons, et qui supposent un certain dynamisme économique. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête sur les problèmes de mesure, je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus profond, et qu'on revienne à ce qui est le thème de l'ensemble des journées d'Aix, les turbulences dans lesquelles nos pays sont plongés. Et quand on est un pays développé, qu'on est plongé dans un monde de turbulences, qu'on a autour de nous des concurrences nouvelles, qu'on a un progrès technique qui évolue à très grande vitesse, le simple fait de garder son niveau de développement suppose un énorme dynamisme économique. Autrement dit, l'absence de croissance, si elle s'accompagne d'un immobilisme de nos économies et de nos sociétés, se traduira très vite par une régression. Donc l'enjeu du dynamisme économique dans une économie où il n'y a pas de croissance, il est évident. Le risque que nous prenons si nous n'investissons pas dans nos entreprises pour les moderniser, les adapter à des nouvelles concurrences, leur permettre d'utiliser le progrès technique, si nous n'investissons pas dans l'éducation suffisamment et dans la formation pour que ceux qui demain travailleront ici soient capables de répondre à toutes ces turbulences dans lesquelles on est plongé, à toutes ces concurrences dans lesquelles on est plongé, si nous ne modernisons pas non plus ce qui est essentiel, ce qui a été la clé de notre développement, c'est-à-dire le capital social dont nous disposons, les règles sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, la façon dont nous avons organisé notre droit du travail, notre droit en général, toutes ces choses sans lesquelles une économie ne peut pas fonctionner, eh bien, si nous n'arrivons pas à dynamiser notre économie, ce n'est pas le risque de la stagnation qui est le plus préoccupant, c'est le risque de la régression sociale. Donc, pour toutes ces raisons, il nous semble que derrière l'absence de croissance que nous connaissons aujourd'hui, il faut de plus en plus réfléchir à la manière de préserver le dynamisme de nos économies. Il y a beaucoup de choses à faire, même quand il n'y a pas de croissance, et c'est à ça qu'on va essayer de consacrer le reste de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, Anton. Et dynamique, c'est donc être capable de s'adapter tout le temps pour résister à ce monde sans croissance, ou en tout cas réussir à sauver ce qu'on peut de la croissance. Yves Perrier, vous êtes directeur général d'Amundi et vous allez nous parler des valeurs qui sous-tendent ce dynamisme économique. Qu'est-ce qui nous permet de le mettre en œuvre ? Oui. Je veux dire, d'une manière générale, quand on pose la question de la croissance, comment retrouver de la croissance est présentée presque comme quelque chose d'abstrait et le comment sur, au fond, des solutions techniques, budgétaires, monétaristes, etc. Or, la croissance, c'est le résultat du dynamisme des sociétés. Avant d'être le dynamisme des économies, c'est le dynamisme des sociétés. Et ce débat, d'ailleurs, sur la croissance, c'est un débat qui est profondément, je pense, européen et qui traduit un problème d'identité, de vieillissement peut-être de nos sociétés européennes. Ce n'est pas du tout un débat que les Asiatiques, les Indiens, en fait, se posent. Et au fond, il renvoie à toutes ces interrogations sociétales, politiques qu'on vit aujourd'hui. Alors, le premier point que je voudrais dire, c'est que la croissance, c'est, au fond, historiquement, la promesse de l'Occident. On peut remonter au livre 1 de la Genèse, qui a été croissé et multiplié. Tout l'Occident a été fondé et a développé, enfin, a conquis le monde sur cette thèse de la croissance et d'une croissance accélérée. Il a fallu 5 siècles, entre 1300 et 1800, pour doubler le PIB. Il a fallu 30 ans entre 1927 et 1967 et à peu près 30 ans depuis la crise. Et aujourd'hui,
on en est à parler de stagnation séculaire, de faudrait-il pas s'accommoder d'une croissance faible, mais d'une croissance plus qualitative, ce que disait Anton. Je crois qu'en fait, pour nos sociétés, rentrer dans ce débat, rentrer dans cette logique, je dirais, serait abdiquer du rôle de nos sociétés, de nos cultures, dans le monde tel qu'il va se fabriquer. Ma deuxième observation liminaire, c'est de dire que ce débat sur la croissance, il se situe à un moment particulier de la globalisation. Pour faire simple, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, on a eu un formidable mouvement de globalisation et avec une conception qui était en parallèle, qui a été popularisée par Fukuyama, c'est que de la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on rentrait dans un village mondial, paisible, partageant l'ensemble des valeurs. 30 ans après, on voit une globalisation toujours forte, toujours à l'œuvre, et qui a produit des bienfaits considérables. Et en même temps, on voit autre chose, c'est la résurgence des nations, voire des nationalismes, voire du sentiment identitaire. Et c'est l'entrée dans un monde multipolaire, dans un monde où on redécouvre le sens de l'histoire au sens tragique. Et donc, la question qui se pose, puisque aussi derrière la croissance, c'est la croissance d'un pays, derrière la croissance d'un pays, c'est d'une nation, c'est comment on va pouvoir articuler ces sentiments dans le cadre de cette mondialisation qui est profondément nécessaire, mais qui doit s'articuler aussi avec le sentiment des nations pris au sens des communautés solidaires et fraternelles. Alors à partir de là, si vous voulez, moi je crois qu'il y a 3 points clés pour le développement, pour retrouver de la croissance ou retrouver de la dynamique. Il n'y a pas de dynamique sans croissance du développement. La première question, c'est la question de la culture. Aujourd'hui, il y a le débat culture de croissance, décroissance. Et au fond, la culture de décroissance, elle correspond, je dirais, à un sentiment européen, et encore plus français, parce que quelque part, la France, me semble-t-il, est un peu une synthèse de l'esprit européen, de perte de confiance, d'autocritique, je veux dire, permanente, qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. C'est l'aversion au risque, le principe de précaution, c'est une survalorisation des menaces. Le premier point, en fait, qui est en jeu pour nos pays, c'est une reprise de confiance. Parce que, dans le même temps, en fait, on voit, que ce soit dans le monde occidental, mais dans le monde en général, apparaître des nouvelles formes de développement. Quand en Californie se créent les GAFA, etc., c'est un enjeu de puissance et de rapport de force au niveau mondial. Et certaines cultures l'emporteront, notre culture dont nous pouvons être fiers sera définitivement affaiblie si nous ne retrouvons pas cet esprit de conquête. Le deuxième point, c'est le retour au socle, au sein d'une nation, au sein d'un pays, des éléments clés qui permettent la croissance. Et je crois qu'il s'articule autour de cette question de la morale collective et qui, pour moi, repose sur 2 valeurs principales, la liberté et la solidarité, qui sont, au fond, le fondement sociétal des nations. Et ces valeurs qui jouent pour une nation, pour une société, elles valent aussi dans l'entreprise. Donc mon premier point sur la culture, c'est retrouvons la culture d'une confiance, de conquête, conquête au sens noble du terme. Et deuxièmement, pour ce qui est de la morale collective, retrouvons ces notions de liberté et de solidarité. Et le troisième point, c'est l'éthique individuelle. On connaît donc la thèse de Max Weber sur l'éthique, sur l'esprit du protestant et l'esprit du capitalisme, et sur le rôle que joue, je veux dire, la vocation, la recherche de sens. Quelque part, et on le voit parfaitement dans les jeunes générations, dans leur rapport à l'entreprise, dans leur rapport à la vie en société, il y a aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est pour moi une formidable source d'optimisme, une recherche de sens. Et dans ce cas, 2 points me paraissent essentiels, c'est revaloriser la notion d'engagement et de responsabilité pour l'incarner dans des projets collectifs.
C'est, par exemple, on ne peut pas résumer, je veux dire, pour faire très simple, je viens d'un monde bancaire, on ne peut pas fonder un développement durable sur la notion du grid, de l'appétit individuel du trader. Mais par contre, on doit en fait de nouveau faire appel à la responsabilité au sens collectif de chacun et des jeunes générations. Donc en synthèse, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné où le progrès technique est exponentiel, où les capacités humaines n'ont jamais été aussi grandes, s'interroger sur retrouverons-nous la croissance est paradoxal. Mais au fond, ce n'est pas si paradoxal, je termine, que ça, c'est simplement parce qu'il nous faut retrouver un socle de valeurs, un socle de projets qui crée une dynamique collective des individus qui font de l'économie. Voilà, je l'avais prévenu avant que ce n'était pas parce qu'il était loin qu'il aurait le droit de dépasser son temps de parole. Yves, vous avez parlé de l'esprit de conquête, de cet esprit qui a donné naissance au GAFA en Californie notamment. Et justement, puisque nous avons avec nous le professeur Anouchek, qu'est-ce qui, d'après vous, est à la base de ce dynamisme qui a donné naissance à ces grands groupes? Vous insistez beaucoup sur le rôle de l'éducation et de l'innovation. Expliquez-nous comment ça fonctionne. I'm not sure that I can defend California or explain California that well, but let me start with a very simplified view, and I'm going to give you a very simple answer. This morning, or at the opening session this morning, the students talked about a variety of things that we wanted to see in the future world. These machines were made in California, by the way. The student views reminded me a lot of the Sustainable Development Goals that many of you might have heard of from the United Nations. It was a set of goals, 17 goals planned that were ratified by 182 nations in September. And they started out with eliminating poverty and went on into more equitable distribution of economic outcomes and a more sustainable future for the globe. In the middle of these, they acted as if all 17 were equally weighted and that we should pursue all of them simultaneously. But my argument is very simple. Goal number 4 was to improve the quality of education in the world. And my answer is that it's not 3 different things that are needed to get growth back together, but in fact it's 1, and that's improve the quality of education. I start with a very simple model, and that is that economic growth, in fact, is what development requires. Development equals growth, and if you have growth, then you can allocate that in various ways to meet different societal ambitions, but you can't do it without growth. And secondly, that growth equals skills of the population. We now have some substantial evidence to suggest that you can explain almost all of the differences in long-run growth rates across nations by the quality of the labor force as measured in very simple terms about whether people, we can test on the PISA test of whether they know math and science in the PISA test, and that's a good index of how countries will grow in the long run. By the long run, I mean over the last 50 years, we have evidence that suggests that the differences in growth, which are substantial around the world, are almost entirely explained by skills, what my colleague and I call the knowledge capital of nations. So let me give you a quick example, taking it to France, of what improving the quality of education in France would mean according to the history of the last 50 years. Think first whether France, and I'm in the background referring to PISA tests largely, the International Math and Science Test, what would happen if
France could, over the next 20 years, get its average student up to the level of the average student in Poland or the Netherlands. Okay, that sounds feasible, I think. What that amounts to is 25 points on the PISA test for the average. History suggests that that means, would mean a 0.5% faster growth over the long run. And if I put this in terms of what would that mean for somebody born today in France who's going to live for 80 years, over the lifetime of that person, the economic impact of that is that everybody born today would expect to have a 7% higher level of GDP, which translates at the individual level into roughly a 14 or 15% higher level of wages for every worker in France over the next 80 years on average. Let me give you another example, again, in terms of France. And I can do this, by the way, for the US or France. US and France come out about the same on the PISA test in all dimensions. There's a huge problem that has ramifications for income distribution that we'll talk about later, that there's a portion of the population that does not get what I would call basic skills. Basic skills I can define in terms of a simple question. If you want to write down this question, I'm going to give you a math problem. The math problem is the following. I flew here from California yesterday. I spent $2,500 for my ticket. The exchange rate between the dollar and the euro is 1 to 1.1. How much did my ticket cost in euros? Okay, not what you would call a stretch problem. 22% of French 15-year-olds cannot reliably answer a question like that. 22% of 15-year-olds. If, in fact, the schools in France were changed to allow all students to be able to reliably answer that level of problem, history of the last few years suggests that the average level of GDP over the next 80 years would be 3.5% higher, that the average worker in France would be getting 7% more wages each and every year over the next 80 years. But more importantly, it hits a portion of the population that is completely underserved today and that suffers. My simple interpretation is that when we look at the UK exit from the EU, when we look at Donald Trump in the United States, and when we look at lots of the problems in France, we see that there is a group that doesn't feel that they've been able to keep up. This is a group that lacks the skills to participate in the modern economy. And if that skill gap is not taken care of, there will be more Donald Trumps, there will be more protests in Paris, there will be more exits from the EU when you have a solid mass of people that are not able to participate in the economy. So when we talk about a higher quality growth rate or a higher quality GDP that does different things for us, I assert that having a higher skill of the population, which starts with the youth, is the only answer to get either. That innovation in the firms requires skilled workers to produce better products. Merci beaucoup, professeur Hanouchek. Je suis désolée. I should stop. The problem is that you don't want to, you've got a short-run problem with all of the protests, and you don't want to set up incentives to make it a long-run problem that you continue with. Merci beaucoup. Est-ce qu'une économie peut être dynamique aujourd'hui?
sans faire face à une montée des inégalités très forte. Marcel Fratscher, c'est le thème de votre dernier livre. Et comment, c'est le principal défi que nous avons aujourd'hui, d'après vous, comment faire face à ce partage de la population de plus en plus forte. Notamment, vous constatez qu'en Allemagne, la classe moyenne est en train de se réduire à un rythme aussi rapide que celui des États-Unis, ce qu'on ne sait pas forcément. First of all, thank you very much for the invitation. I want to take a bit of a longer turn to get to your question and start with Brexit, because on my mind for the last weeks there has been the exit of the UK, and probably on the mind of you as well. And you might now ask, what does it have to do with inequality and with growth? And my answer would be, it has a lot to do with that. Because if you look at why so many British people voted against staying with Europe, it was not so much that they were upset with Europe or thought they were left behind, but they felt they were left behind by the national governments. So the issue of social inequality or inequitable growth, to me, has been one of the key issues for the decision by so many British people against Europe. So my key point is, when we talk about growth and quality of growth, we really have to think of equitable growth. So the question, how are these gains distributed across different groups? If you go back to the Second World War, if you go back to the year 1945 and look at the next 30 to 40 years, Europe, France, Germany, a lot of the countries had an incredible amount of economic growth. And the key to that success story was what in Germany at least we call a social market economy. So based very much on the idea that a lot of people, ever more people actually were able to participate in that economic growth. We're able to get jobs, we're able to get, first of all, actually a good education, a good training, able to get a good job, and even within their job to actually have an opportunity to raise. So one of the big reasons why Europe recovered and did so well until the 1970s and 80s was that equality of opportunity increased for tremendously more people, and we saw an increase in social mobility. So someone from a relatively weak social and economic background suddenly had a lot more opportunities to get a good training, good education, get a good job, and make it with his or her own hands and own work. If you look at the last 20 to 30 years, actually we see quite the opposite trend. So we have seen a massive increase in inequality of income, what people can make with their own work, and we've seen a tremendous increase in inequality of wealth. So social inequality has been rising tremendously, and surveys in Europe today actually say 80% of Europeans, and pretty much every country, says social inequality is excessive. Now, you might say, well, this is really an issue about justice, right? So what's fair in terms of distribution? We have this pie growth generating, or the economy is creating this output, and now we just have to divide that pie and fight over who gets what piece. But for me as an economist, there is an important other dimension. It's not just about fighting who gets what piece, but there's very hard evidence, empirical evidence, that shows that if you have a high degree of inequality, actually the pie shrinks. You have lower economic growth, you have lower welfare that you can actually distribute. And the usual mechanism, there I'm here with my neighbor, has a lot to do with education. So if ever fewer people really have the opportunity to get a good education and to make it to get a good job and a high income, we really lose a massive amount of productive capacity, productive ability to generate economic growth. And that's what has happened over the past few decades in Europe. Actually, social mobility in many countries, including in Germany, has been falling. So it's becoming now, again, more difficult for a child who's born into a socially weak background, living in a neighborhood that's, doesn't have a very good school system, has a high rate of crime, low rate of social stability, actually finds it more difficult, or has it today more difficult than 30 years ago, to actually get a good education and so on. That has many other consequences. The dependence on government handouts has increased. It actually lowers life satisfaction. If you have more inequality in a society, it has tremendous consequences for health. We see huge differences and increasing differences between the health standards of
people with low income or from a relatively socially weak background compared to those with high income. So we see it in every aspect of our life. So the inequality we see today has a lot to do, has some concrete economic costs and lowers economic growth and welfare for everyone. Now, very briefly to the causes before concluding. A lot of people say this has to do with globalization. We are trading more, and that is really a problem because only the really well-educated people can benefit. Actually, again, there is a lot of evidence that says actually globalization of trade and financial services is actually relatively unimportant. What's really crucial is digitalization, so the change in the nature of work is really the key driver why you have a skill-biased technological change. It has a lot to do with institutions, reduced labor market institutions, labor unions, and so on, means you have an increase in income inequality, and most importantly, the most important buffer against rising inequality is education, access to education. So again, it has relatively little to do with globalization itself. It's really these other factors that can be very much influenced by governments through government policy. And just very briefly on 5 areas that I see as absolutely fundamental to have more growth, more equitable growth, better quality growth. One is clearly education. I don't need to say much about it. My neighbor talked about this extensively. Second, taxation. And I'm not meaning, creating more unequal taxes, but actually to have a more level playing field, having a better functioning market economy, for instance, in terms of taxation of wealth versus income. In a lot of European countries, we have moved to a system that taxes income on labor ever more strongly, but income on wealth relatively little. France may be a difference, but Germany is this very much the case. Germany has one of the lowest taxes on wealth and one of the highest taxes on income on labor. So a lot has to do with generating a level playing field to really have a proper competition in order to have an incentive for companies to invest not just in machinery, but to invest in human capital in order to generate more growth. Family policy is a third one, a big issue in Germany. We often look at France and see we can actually learn a lot from your country because we have still a very, very high gender pay gap. We still have a very poor early childhood childcare system and other issues. Fourth area, labor market reforms. We have ever increasing number of youth that leave school without a school degree. And these people are ending up in low-paid jobs around the minimum wage in Germany and many other countries. So labor market reforms to in particular focus on long-term unemployment, to get people training on the job, to give them opportunity is the fourth area. And the fifth and final one has to do with demographics. So demographics is a huge challenge, a huge cost also for society that reduces growth. And I see the big challenge of how we solve this demographic issue in order to make growth more sustainable, more equitable, also across generations, very importantly, in order to secure welfare in the long term. Thank you very much. Marcel Fracher, merci pour ces 5 pistes de politique économique qui amènent une transition parfaite avec la présentation que va nous faire Eric Labat et qui justement va nous expliquer comment les États, comment les politiques publiques peuvent nous aider à vivre dans un monde avec moins de croissance mais tout aussi dynamique. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer en fait par quantifier un petit peu les éléments de productivité nécessaires pour supporter la croissance future. La dynamique est fondamentale. Si on regarde les 50 dernières années, la croissance mondiale a été de 3,6%, dont la moitié était due à la croissance de démographie et de participation, l'autre moitié à la croissance de la productivité. Si on regarde les 50 prochaines années, la croissance liée à la force de travail va être au maximum de 0,6, 0,3 à 0,6% de croissance qui vont être liés à ça. Ce qui veut dire que si on veut garder le même PNB par tête en termes de croissance, ou continuer à avoir la même croissance du PNB par tête, il faut que la productivité qui était de 1,8 passe à 2,1 à 2,3. Donc le premier défi de la demande de dynamique, dont on parle depuis tout à l'heure ensemble, c'est d'accélérer la productivité afin d'assurer la continuation de la croissance du PNB par tête.
La deuxième raison pour laquelle ce dynamisme est fondamental, c'est que le monde bouge à une vitesse qu'on n'a jamais vue. On a parlé des pays émergents, bien sûr. On a eu un choc de 3 milliards de consommateurs en 25 ans qui sont arrivés au-delà du milliard qui existait en 1990. Et puis on a une dizaine de technologies qui sont en train de transformer tous les outils de production, la consommation, que ce soit le digital bien sûr, que ce soit l'énergie, la robotisation, la génomique, les matériaux. On pourrait passer une session là-dessus, mais cette technologie en fait évolue tellement vite qu'elle demande ou elle impose en fait une accélération de la dynamisme ou de l'adaptation des sociétés et des économies qui est encore plus forte, afin justement de pouvoir délivrer ces gains de productivité qui vont permettre de continuer à délivrer une croissance du PIB par tête pour chacun des habitants. Alors, dans ce contexte, moi j'aimerais insister, ou en tout cas mettre sur la table 3 idées majeures pour avancer sur ces gains de productivité. Le premier, c'est que les économies doivent rentrer de plein pied dans le monde du digital. Quand on regarde aujourd'hui l'état de digitalisation des pays, il est très variable. Vous avez le Royaume-Uni à 10% de son économie est digitale, la Suède 7%, les États-Unis 8%, la France 5%, l'Italie 4%. Donc on a des écarts de 2 à 3. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une bonne partie des économies les plus digitales sont aussi celles qui croissent le plus, qui sont en train de se transformer à une très forte vitesse. Autre élément aussi de réflexion, c'est quand on regarde les compagnies ou les secteurs qui sont le plus digitalisés, c'est là aussi, on va le voir, les compagnies les plus productives. Donc celles qui sont aussi en train de se transformer et d'apporter ces gains de productivité à l'économie tout entière. Et donc derrière tout ça, effectivement, le rôle des États va être important parce que la réglementation est fondamentale pour aider au développement du digital. Réglementation sectorielle pour assurer l'éclosion des nouveaux business models. On l'a vu dans le transport, évidemment, avec Uber, débat depuis quelques mois, puisque des secteurs protégés sont ouverts. Comment est-ce qu'il y a la réglementation? Et de nouveau, ça va être une smart regulation, si je peux dire. C'est comment est-ce qu'on adapte la réglementation pour assurer l'éclosion et assurer la transition de l'ancien monde dans le nouveau monde. Autre exemple aussi où la réglementation est importante, c'est tout ce qui est open data. On a des trillions d'informations disponibles, gouvernement, privé. Comment est-ce qu'on ouvre ces données? Comment est-ce qu'on les met à disposition des entrepreneurs pour créer des nouveaux business, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les transports? Bien entendu, de nouveau, la réglementation doit aussi mettre en face tous les éléments de vie privée. Donc là, un point important de la réglementation pour supporter ces développements. Autre élément, le marché unique. Alors là, c'est plus sur l'Europe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à un marché unique digital où toutes les infrastructures sont bien connectées, la réglementation est harmonisée et donc on a des citoyens européens qui bénéficient de ce marché et qui donc développent la croissance associée. Et dernier élément autour du digital, la connectivité des différents pays dans le monde. On voit que des pays sont plus connectés. Alors évidemment, on le savait déjà avec le commerce des biens et des services. C'est aussi, il y a un gros écart au niveau des données. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le commerce des données, en tout cas le flux de données, a plus d'impact sur l'économie que le commerce des biens, pour la première année, c'est en 2014, l'impact sur la croissance mondiale du flux de données a eu plus d'impact que le commerce des biens, eh bien, il devient très important pour les économies, justement, d'être dynamiques, d'être connectés et de pouvoir avoir soit leurs citoyens consommateurs, soit leurs entreprises, faire un effet de levier sur ces plateformes mondiales et accéder justement aux consommateurs des pays émergents. Donc autour de ce premier point, rentrer de plein pied, accélérer et avoir le bon règlement et contexte pour développer le marché digital, les business digitaux et les transformations de business model. Deuxième élément qui me semble important, et ça a été déjà un petit peu abordé par mes voisins, c'est l'importance de la relocation du capital humain de l'ancien monde ou des anciens secteurs et anciens rôles dans les nouveaux. Donc là, évidemment, énormément de questions autour des compétences, les métiers de demain. Et on voit bien aujourd'hui qu'une partie du système éducatif n'est pas adaptée ou ne s'est pas adaptée à la même vitesse que le monde s'est transformé. Donc il y a des choses bien entendu en cours, faire travailler ensemble les universités et les entreprises pour déterminer les besoins de demain au niveau du terrain est un des éléments pour faire avancer. C'est ce qu'on appelle un peu education to employment, de l'éducation à l'emploi, s'assurer que constamment l'éducation est liée à l'emploi derrière, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre élément, c'est l'utilisation des plateformes digitales pour mettre en face les uns des autres les offres et les emplois. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, mais on voit très bien que l'accroissement de ces plateformes digitales supporte la croissance mondiale. Nous, on a fait une petite quantification
sur ce sujet, on voit 2 à 3 points de croissance sur 10 ans qui peut être lié au fait que les plateformes digitales mettent l'offre et la demande, permettent à des nouveaux modèles d'indépendants, on voit aussi l'évolution du type de travail que l'on a actuellement dans l'économie, et donc tous ces indépendants qui vont pouvoir justement rencontrer la demande, donc peut-être accélérer, et justement dynamique, transformation, un marché de l'emploi beaucoup plus digital doit permettre de faire avancer les choses. Troisième élément que je voudrais mentionner, c'est la productivité du secteur public. Puisque dans un monde, en tout cas vieillissant dans beaucoup de pays, dont les dépenses de santé et de retraite sont en accroissement, qui s'est fortement endetté depuis 10 ans, eh bien on a un peu un effet ciseau qui demande un accroissement de la productivité du secteur public. La moitié des dépenses des États sont généralement liées à des opérations, enfin en tout cas de l'opérationnel. On a aussi des citoyens qui demandent beaucoup plus que ce qu'ils ont eu avant, étant habitués dans un monde, on va dire commercial, à faire des choses en 2 clics sur un smartphone. Ils demandent aussi une amélioration des services publics d'un autre côté. Donc à ce niveau-là, comment est-ce qu'on améliore ces services publics? Comment est-ce qu'on améliore surtout la qualité pour un moindre coût, afin justement de libérer une partie des ressources qui peuvent être justement réinvesties dans d'autres domaines. Donc si je résume, on est dans un monde où la transformation en fait demande a comme impératif l'accroissement de la dynamique des sociétés, la dynamique des économies, le pilier digital, le pilier réallocation des actifs humains et formation associée de ces actifs pour les rendre justement totalement agiles dans le monde de demain, et amélioration de la productivité du secteur public sont 3 axes qui permettent justement d'adresser le défi de la productivité que j'ai mentionné au début. Si on veut faire plus de 2% de productivité dans les années à venir, il faut sûrement au moins agir sur ces 3 éléments. Et pour ceci, bien, il faut que les leaders, en particulier gouvernementaux, puisque une bonne partie de ces avancées seront faites grâce à l'évolution du contexte réglementaire, sectoriel, contexte réglementaire social, amélioration de la productivité du secteur public. Et à ce niveau-là, si le contexte et l'environnement réglementaire est bien positionné, à ce moment-là, les entrepreneurs peuvent développer les nouvelles idées, les nouveaux business, et du coup accroître la productivité de l'économie et améliorer le bien-être de chacun. Merci beaucoup, Éric Labaille. On aimerait que beaucoup d'hommes politiques soient dans la salle pour vous entendre tous, et pour notamment réinvestir beaucoup dans l'éducation, qui est un vrai problème en France. Mohamed Soual, vous avez un regard un peu différent. Vous venez de Casablanca, et donc vu d'un pays qui a besoin de croissance, et qui, vu d'une entreprise qui vit de l'exploitation des matières premières, comment voyez-vous la dynamique de demain? Est-ce que c'est un bon point qu'on arrive à avoir une croissance plus frugale? Et comment, dans ce contexte-là, voyez-vous le développement? Est-ce qu'il peut y avoir du développement sans une croissance très rapide? Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je crois que votre question renvoie à la problématique fondamentale de la relation entre la croissance et le développement. Comme vous le dites, je viens d'un pays en voie de développement, et lorsqu'on examine, je pense que ces dernières années, et ici même, dans ces journées du Cercle des économistes, on avait beaucoup parlé de la croissance en Afrique, qui, il est vrai, était présenté le deuxième plus important, enfin les plus importants au niveau de croissance après l'Asie du Sud-Est. Et est-ce pour autant ces croissances, ou pour certains pays en Afrique, je pourrais les citer, Côte d'Ivoire ces dernières années, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie et le Ghana et bien d'autres, c'est des taux de croissance qui sont supérieurs à 6-7%, voire à 2 chiffres pour certains pays. Est-ce que pour autant cette croissance a produit du développement économique? Force, malheureusement, est de constater que la qualité de la croissance se mesurant à la manière dont il se répercute sur les indicateurs sociaux et le développement humain, malheureusement, ces pays-là, tous ces pays,
on est encore dans les rangs les plus reculés en termes d'indices de développement humain. Donc on ne peut pas dire que la croissance, même si ces dernières années a été importante, pour autant, il n'a pas produit les effets qu'une croissance soutenue pouvait avoir sur l'humain, en fait. Le deuxième constat que je fais aussi, parlant de l'Afrique, c'est que lorsqu'on mesure l'élasticité de la pauvreté à la croissance, le rapport des OMD, les objectifs du millénaire du développement avant qu'ils se transforment en ODD, montre clairement que cette élasticité est identifiée en Afrique comme la plus faible du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un pays est inégalitaire, plus sa croissance est forte, plus il accentue les inégalités que l'on peut constater. Troisième élément que je pourrais aussi citer, une croissance soutenue, durable et entretenue devrait avoir pour effet l'émergence d'une classe moyenne, qui est le moteur en fait, du développement économique. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit à des niveaux qui ne sont pas encore souhaitables des classes moyennes émerger en Afrique, mais la classe moyenne est extrêmement faible. Extrêmement faible pour justement entretenir cette classe moyenne par des modes de consommation, par des modes d'expression aussi qui peuvent agir sur le niveau de développement. Donc, ces questions-là, en réalité, ils renvoient à une problématique qui, pour moi, beaucoup plus importante, à savoir, est-ce que la croissance provoque, induit une transformation structurelle des sociétés, étant entendu que ces transformations structurelles agissent sur le niveau du développement humain, sur le niveau du capital humain, sur l'allocation optimale du capital physique pour l'élément humain et surtout sur la capacité à faire basculer les ressources économiques depuis les secteurs traditionnels vers les secteurs qui permettent l'amélioration continue de la productivité globale des facteurs pour parler en termes économiques, à savoir les industries manufacturières, les services à valeur ajoutée, la digitalisation dont Eric vient de parler fort justement. Une autre remarque aussi que l'on peut faire à ce niveau sur ces taux de croissance qui étaient jugés mirobolants à un certain moment et qu'on voit bien qui étaient en réalité très liés à la question des ressources naturelles. Et on a vu des pays comme l'Angola ayant découvert des gisements offshore du pétrole. Pendant 3 ou 4 années, le taux de croissance de l'Angola était de 16-17% par an. Aujourd'hui, l'Angola, avec le recul du niveau des prix du pétrole et avec les coûts, parce que le coût d'extraction est bien plus élevé que, par exemple, ce qu'on peut avoir en Arabie Saoudite, l'Angola, il est plutôt en difficulté aujourd'hui. Mais toujours est-il que lorsqu'on observe sur longue période les taux de croissance, la caractéristique qui émerge est la volatilité. Et même une forte volatilité. Et que l'on peut, je crois qu'il y a un document de l'AFD qui est très très bien fait, d'ailleurs sur la croissance de l'Afrique et la diversité des trajectoires
et les processus de transformation structurelle, on peut relever 5 points de mon point de vue. Oui, et je conclus. 5 points très rapidement. Très rapidement. La dotation en ressources naturelles et la géographie où l'on constate, hélas, qu'ils n'ont pas eu le rôle décisif dans le décollage économique. Les chocs exogènes ont eu plutôt en général des impacts négatifs. Bien que la gestion macroéconomique ces dernières années, et je vois en face de moi un ancien ministre des Finances du Maroc auquel on doit beaucoup dans cette gestion des équilibres macroéconomiques, il a plutôt contribué à baisser la volatilité de la croissance. 4e point, l'ouverture aux échanges commerciaux s'est traduit pratiquement dans tous ces pays par un impact négatif sur la croissance puisque les soldes extérieurs ont été systématiquement négatifs. Donc ce n'est pas les échanges commerciaux qui sont en cause, mais la capacité justement à faire face à ces ouvertures. Et enfin, l'accumulation du capital physique et humain, bien qu'il se soit renforcé, la qualité des institutions politiques laisse encore des marges d'amélioration. Merci. Merci beaucoup. À tous vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas tant un problème de croissance qu'un problème de répartition de la croissance, qu'on a une croissance qui est captée par une petite partie de la population et qui laisse de côté une trop grande partie de la population, cette population qui n'a rien à perdre quand elle vote pour des partis populistes ou pour la sortie de l'Union européenne. Au fond, ça va peut-être affecter la croissance du Royaume-Uni, mais après tout, puisque je ne participe pas à cette croissance, puisque cette croissance, moi, ne me rapporte rien, pourquoi je voterais pour rester ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'au fond, on peut dire qu'il n'y a pas de problème de croissance, mais simplement un problème de captation de la croissance? Ou est-ce qu'il y a quand même des différences entre pays sur ce niveau de croissance, Éric Labaille? Alors, je pense que sur cet élément, il y a des différences entre les pays. Parce qu'on dit, effectivement, on regarde là sur le long terme, on sait qu'on a une question démographique. Mais si on regarde sur les 10 dernières années, même en Europe, on a une Europe qui a été moins de 1%, mais on a des pays qui ont fait 2,5%. Si on prend les pays nordiques ont fait plus de 2% de croissance. Donc, et moi, mon analyse derrière ça, c'est qu'ils ont réussi, à cause de la crise financière des années 90, ils ont adapté leur société, leur modèle économique, avant l'accélération de la globalisation. La globalisation et la technologie, ça accélère à partir de 2000-2005. Eux ont adapté entre 1995 et 2002-2003 leur modèle économique pour justement travailler sur les sujets dont on parlait tout à l'heure, la réallocation justement du capital humain, la formation du capital humain, la fameuse flexi-sécurité, et qui leur a justement donné un environnement où, quand les forces mondiales sont arrivées, eh bien, ils étaient prêts à avancer. Et donc aujourd'hui, Suède, Danemark sont plutôt avec des performances économiques qui ont, sur les 10 dernières années, ont été largement supérieures à la moyenne de la zone euro en particulier ou de la moyenne de l'Europe. Et derrière ça, alors là je connais sur un environnement, justement la Suède, elle a réussi à accroître l'income de tous les 10 centres. Enfin, si on prend les 10 centres des différents de la population suédoise, chacun d'entre eux a une amélioration de son revenu avant et après redistribution. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans les autres pays européens, où là, la croissance étant plus faible, on a ce dont on vient de parler, qui est vraiment une variabilité, et en particulier une partie des 10 des gens les moins, avec le moins de compétences, qui, eux, ont même vu une dégradation, en tout cas pas d'amélioration. Quand on voit cette évolution des inégalités et la difficulté qu'on a à les combattre, notamment dans la période où on va rattraper cette croissance, est-ce qu'on peut imaginer des institutions nouvelles qui permettent de mieux répartir la richesse? Et que pensez-vous les uns et les autres du revenu de base, du revenu universel, qui pourrait peut-être permettre de donner un filet de sécurité à cette partie de la population qu'on a bien du mal à intégrer dans la croissance en attendant que les États se réforment et qu'on trouve la solution magique pour amener tout le monde au bon niveau d'éducation? Éric Anouchek, qu'est-ce que vous pensez de ce revenu de base?
Well, I think that the basic income argument is much the negative income tax of Milton Friedman that says that you should try to encourage people to work, you should provide them some basic support and encourage them to work as much as possible. I view that as a plausible way to get into the future. I mean, our problem today is that we have a crisis in some countries, in the United States, of a large group of people that are left behind by growth because the firms have no use for their skill level, and they have no way to develop the skills to get into it. And so you need a short-run bridge because we don't really know how to change the skills of older people. We know how to change the skills of younger people, but not older people. And so you need a strategy that deals with the current problem that faces every country that we've talked about here, but also tries to make sure that that's not a future problem by, in fact, having youth with the skills that will allow them to adapt to not just a digital economy, but whatever the next economy is after digital that people have not been able to adjust to. Marcel Fratscher, est-ce que ces institutions peuvent être améliorées en Europe et est-ce qu'on peut imaginer un revenu universel pour compenser ces inégalités? I like the idea of the basic income. It has a number of key strengths. What I like about it is this very positive view of human beings, that they have self-motivation. They're trying to bring, to use opportunities and to improve themselves, be tried to part of society. I think for some countries this may be a very good idea. However, if you look at countries like France and Germany, we have a fairly good social safety net. The biggest problem I see in countries like France and Germany is really the middle class. We have a massively shrinking middle class, so a polarization of society. So you have a number of people who actually make it up, who really were middle class before, who have job opportunities, who get a high, but we have ever more people also at the low end of the income class. So for me, the problem really is this shrinking middle class, which always is the backbone of any society. And whether basic income improves that, I have some doubts. As I said, what I like about the basic income is the trust in human beings, that they say, look, they're self-motivated, they want to use every opportunity, so let's help them to get that freedom to invest in their education and to exploit opportunities. Why I don't like that idea is that oftentimes the government feels, we provide people with a basic income and now it's their job to make things out of, the income we provide them with. And I think the problem we have with redistribution in Europe, in France and Germany as well, is that it doesn't really help people to develop opportunities. And if you talk about education, you can transfer a lot of money to middle class or people with lower incomes. It doesn't really help them to get a good education, good training, to use opportunity, develop their skills. So my short answer is the basic income is a smart idea. I have some question marks about the possibility of financing it, but it really doesn't solve the fundamental problem of generating opportunities. And here, the government just has a task of providing opportunities, a good education system, making sure there is social mobility and there's fair competition in the market. Merci. Mohamed Soual, vous vouliez intervenir sur ce point. Non, je voulais juste préciser que les problèmes se posent de façon différenciée, que dans les pays riches ou par rapport aux pays moins riches. Cette question de revenus de base, elle est extrêmement importante. Dans les pays en développement, ce que l'on voit très souvent, c'est des systèmes de soutien au prix et qui absorbent énormément de ressources publiques. Parce que la paix sociale, parce que c'est une construction aussi historique.
alors même que ces ressources ne profitent pas à ceux qui en ont le plus besoin. Souvent, par exemple, c'est des soutiens de prix à la consommation, et ceux qui consomment le plus, qui en profitent davantage. Donc, et là, mais également en l'absence, j'allais dire, d'un welfare state, comme on dit. Donc, la question d'aider les plus vulnérables, en particulier sur les questions de l'éducation, sont fondamentales. On a aujourd'hui, dans ces sociétés, perdu l'égalité des chances. Parce que, et aujourd'hui, plus les parents sont pauvres, plus les enfants ont la chance d'être pauvres, ou encore plus pauvres, parce que l'inégalité à l'accès à l'éducation de qualité fait que les inégalités s'aggravent davantage. Donc l'idée d'un revenu de base, mais qui aille plutôt vers ceux qui en ont le plus besoin, avec un redéploiement des ressources publiques destinées à cet effet. Quand on regarde les freins à la croissance et les freins au dynamisme aussi, on peut se poser quelques questions sur la finance aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a un très gros excès d'épargne et que dans une des explications de la stagnation séculaire par certains économistes, c'est le fait que cette épargne empêche le financement des économies, notamment, comme on l'a vu dans les pays d'Europe du Sud. Yves Perrier, est-ce qu'aujourd'hui, la finance, en exigeant des rendements trop importants, notamment sur le coût du capital, ne freine pas un peu le dynamisme de l'économie? Est-ce qu'elle n'empêche pas d'investir pour produire mieux et répartir mieux, comme disait Anton Brender au début de cette intervention? Oui, la finance, je veux rappeler simplement que la finance, c'est jamais qu'à l'économie ce qu'est le... faut appuyer quelque part, ça va ce qu'est le système sanguin au corps humain. Donc, il y a de la finance utile, avait dit un ministre ici, et de la finance à proscrire. Quel est le sujet? Je vais repartir finalement de la question auquel je n'ai pas répondu sur le revenu universel, qui me paraît une fausse bonne idée qui part d'un bon sentiment. Je m'explique. Le bon sentiment, il est juste, c'est la question de la solidarité. On vit une époque de transition. Il est incontestable que la digitalisation va créer des gains de productivité, va générer des progrès, va générer du mieux-être. Mais on a une période de transition. Je vais prendre un secteur que je connais plutôt pas mal, qui est le secteur bancaire. On pourrait, en recréant des institutions financières de scratch, réduire assez facilement de 30% le nombre d'emplois. La question, c'est, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait des emplois? Combien on recrée d'emplois correspondants aussitôt? Et c'est la question centrale, et c'est une question économique, mais elle est presque plus sociale et politique. Vous avez dit, en Allemagne, mais dans tous les pays européens, on assiste au déclassement des classes moyennes. C'est un fait. Et c'est ce qui fait tous les votes protestataires qu'on a en Europe, aux États-Unis, le vote Trump, d'une certaine façon, le vote Sanders. Seul point sur lequel il faut quand même faire attention, c'est qu'historiquement, les périodes où les classes moyennes se déclassent, en général, ça s'est plutôt mal terminé. Donc, la vraie question, c'est comment on manage la création d'emplois supplémentaires dans ces périodes de transition pour, je veux dire, faire ça. Et non pas comment on paye des gens sans travail, comment on recrée des emplois supplémentaires. Et le problème qu'on a pour une zone que je connais, qui est l'Europe, c'est un problème de demande globale. L'Europe est, peu le savent, mais très excédentaire, 4,6%. Le surplus des exportations de la zone Europe est de 4,6%. L'Allemagne
a un surplus de 8% du PIB. Et aujourd'hui, ces surplus, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les réinvestit dans une politique énergétique commune? Où est-ce qu'on les réinvestit dans des fonds qui contribueraient au développement des pays du Sud par du private equity et des infrastructures? Où est-ce qu'on les réinvestit dans une politique de l'éducation? Parce que si on les réinvestissait comme ça, on créerait des emplois et on recréerait de la croissance et on serait dans un cercle vertueux. Donc pour répondre définitivement à votre question, en fait, on a un sujet, en effet, de réallouer les ressources, l'épargne, vers l'investissement, de réallouer les excédents d'épargne des uns et des autres vers le développement des autres. Ça s'appelle aussi la solidarité. Et ça, c'est une solidarité qui est positive, qui est une solidarité tournée vers le futur, vers le développement économique, et pas une solidarité d'assistance où on confine les gens dans leur situation, et quand on les confine trop longtemps dans ces situations, ils protestent, et ils protestent très fort. Donc oui, nous avons ce sujet de réallouer, mais ce n'est pas la finance le sujet. Le sujet, c'est un sujet économique, social et politique. C'est un sujet intergénérationnel. Savez-vous qu'en France, les gens qui ont plus de 60 ans ont 85% des ressources d'assurance vie. Donc c'est aussi du transfert intergénérationnel. Donc le sujet qu'on a traité, il n'est pas d'abord technique, il n'est pas d'abord dans le truc, c'est un sujet social, politique, c'est un sujet de projet, je veux dire commun, un projet commun pour les générations futures. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre vos questions pour nos panélistes, en commençant par Florian Grosset, qui est étudiant à l'École d'économie de Paris et qui a aidé à préparer cette table ronde. Voilà, donc le thème de ce panel était une économie dynamique. Une économie peut-elle être dynamique sans croissance? Certains d'entre vous ont répondu à la question, d'autres ont parlé uniquement de la croissance du PIB, pas dans sa qualité, mais uniquement sur la croissance du PIB. Et quand on écoute les hommes politiques ou les médias, on a aussi l'impression que souvent la focale reste sur la croissance pure et dure, pour ainsi dire, du PIB, de la production. Et du coup, ma question était, mais comment est-ce qu'on peut initier ce changement de raisonnement chez les décideurs pour essayer de contribuer à une meilleure croissance ou bien à un dynamisme de l'économie sans juste vouloir grappiller quelques points de PIB parce que le voisin fait ça? Et plus particulièrement, à quelle échelle est-ce qu'il faudrait agir pour réaliser cette transition? Est-ce que c'est l'échelle nationale? Est-ce que c'est l'échelle supranationale avec par exemple l'Union européenne? Ou l'échelle infranationale avec par exemple la Californie pourrait faire ça toute seule? Ou bien un Bundesland allemand ou une région française? Merci. Merci beaucoup. Qui veut commencer? Marcel Fratscher? Yes, I'm happy to reply and then try to give some answers. There are different ways of approaching that, and I fully agree that we need to widen our perspective away from this quantitative growth, maximizing growth rates. One is to develop indicators and to focus on more than just growth. And for instance, you have, I can give you an example from Germany, we have indicators of social well-being. So we widen the objective function, say, you know, having clean and safe environment, having low crime, having a social, so low social inequality. All these are goals in themselves and by themselves as well. So the objective, I think, has to be to not just look too religiously at economic growth, but widen it. One example, Bhutan, I don't know who of you knows about the country of Bhutan. They actually try to not maximize GDP or GNP, so gross national product, but GNH, gross national happiness. So they actually have a different objective, and they try to look at this in a broader sense. A second one is the way we measure growth, and take the issue of environmental pollution. Take the issue of the ETS, the emissions trading system, where basically pollution, CO2 emissions, is not really priced in.
So the environment is destroyed, but this is never reflected in measuring growth. So in a way, I think the second element is really to improve how we actually measure growth. And to me, as an economist, that again means improving markets, right? So countries, companies, individuals that impose an economic cost, like environmental pollution, should be should be paying for it, or should at least bear the cost for that. And so these are the two elements of my answer. Eric Labaille. Alors, je voudrais répondre en deux temps, et je vais faire une analogie avec le monde de l'entreprise, simplement pour dire que tout ce qui est autour du PIB et de tous les autres éléments, en fait, ne sont pas en contradiction. Je commence avec l'analogie du monde de l'entreprise. Très souvent, on dit on ne peut pas à la fois être performant économiquement, retour sur capital, et avoir une entreprise qui se développe de façon homogène et très bien, à savoir dans l'entreprise, le développement des collaborateurs, leur formation, etc. Et donc on dit toujours il y a un arbitrage entre les deux. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans le long terme, il n'y a pas. C'est-à-dire que dans le long terme, les entreprises qui sont le plus performantes, on va dire, en termes de réussite business, sont aussi celles qui ont la meilleure, ce qu'on appelle la santé économique de l'entité. C'est-à-dire que ce sont elles qui ont le plus d'attention sur les clients, le plus d'attention sur le développement des personnes, qui transforment constamment leur organisation, qui sont attentives à l'environnement, etc. Donc sur longue période, 10-15 ans, on voit une corrélation entre les deux. Et moi, je ferai la même analogie pour les États. C'est-à-dire que sur les économies, il faut absolument rentrer au niveau justement, quelles sont les sources au-delà du PIB par tête, sources de bien-être dans l'économie, sources aussi de l'évolution des facteurs, à savoir que devient le capital humain, l'environnement, la santé, etc. Et dans la durée, je suis à peu près persuadé qu'on a une corrélation entre les deux. On le voit sur certains pays aujourd'hui, où dans la durée, il faut absolument, comme le disait mon voisin tout à l'heure, le développement du capital humain est absolument nécessaire au développement de l'économie. Et l'environnement sera de même. Donc dans la durée, je regarderai les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement regarder l'indicateur d'output, mais il faut aussi regarder tous les autres éléments qui sont autour et ne pas se dire qu'il y a un arbitrage entre les deux, mais essayer de faire les deux, parce qu'in fine, quand même pour le bien-être économique, on a besoin de croissance pour pouvoir le redistribuer. Donc là, je pense que c'est ce qu'on appelle un false trade-off, un arbitrage pas forcément astucieux, mais aussi il faut le prendre sur longue période. Eric Anouchek, est-ce qu'on mesure suffisamment bien l'éducation justement dans cette mesure de la croissance? About it. We had the mention before of the Millennium Development Goals. Millennium Development Goals brought about massive increases in access to schools around the world. And in fact, we have seen great growth because they basically said everybody should have an 8th grade education. The only problem with the Millennium Development Goals is that there were many kids in the world who went to school and didn't learn anything. And that if you go to school and don't learn anything, it doesn't count. And so we don't measure these things at all correctly. There's been a lot of effort to improve the measure of GDP to include the environment, to include health, to include other things. Those methods have continued, but they haven't been very successful because it's very hard to put everything into a single measure and get it right. But what has happened is that governments and firms are more interested in paying attention to other things, even if they can't put it on a single scale. And so you see that there's lots of attention to the environment today that there wasn't 25 years ago without actually going to the full measurement of GDP in an environmental sense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je vois Brad qui se lève là-bas. Bonjour. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tous les débats et notamment ce qui a concerné la lutte contre les inégalités parce que je pense que c'est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Mais je voudrais, si vous le permettez, recentrer un peu sur la question de est-ce qu'une économie peut être dynamique sans croissance? Pourquoi? Parce que
à mon sens, on va rentrer dans des décennies où la croissance va être de plus en plus erratique, en tout cas à l'échelle mondiale, pour deux raisons majeures. D'abord parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus turbulent, à des points de vue multiples. Donc d'ici 10 ou 20 ans, ça va poser des problèmes au niveau de la stabilité de la croissance. Mais il y a un débat qui n'a pas été abordé du tout, et c'est la deuxième raison qui pour moi est majeure, c'est que d'ici 50 ans, on va vivre un bouleversement cataclysmique qui est que la crise environnementale et tout ce qu'on y associe, donc pollution à tous les points de vue des océans, atmosphériques, et aussi et surtout disparition d'un certain nombre de ressources naturelles qui sont à la base, au fondement de notre développement économique à l'heure actuelle, et notamment des nouvelles technologies dont il a été fait question, à mon sens, ça va nous obliger d'ici 50 ans à nous poser la question de notre modèle économique et de est-ce qu'il ne faut pas décorréler le développement de nos sociétés de la croissance économique des quantités produites, puisque si ce n'est pas fait maintenant, d'ici à la fin du siècle, on devra se poser la question de est-ce qu'on peut envisager une économie où le développement soit décorrélé de la croissance. Mohamed Soual. Oui, enfin, moi je crois que c'est une question fort importante et il interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, les contraintes environnementales, il faut les voir comme une opportunité nouvelle pour l'économie. Moi, je ne plaide pas pour... je ne suis pas un partisan de la décroissance, hein, mais essayons de voir aujourd'hui la chance qu'on pourrait amener une nouvelle façon de penser notre planète, une autre façon de produire. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure, et je vais donner juste un exemple sur ce continent. Alors, ce continent, il représente à peu près 3% de la richesse mondiale, donc si peu, alors même que c'est le continent qui va connaître le plus gros accroissement démographique. En 2030, on va être 2 milliards d'Africains, c'est-à-dire déjà aujourd'hui, un jeune sur 4 dans le monde est africain. En 2030, c'est 4 sur 10. Avec ce qui s'est passé à Paris durant la COP, donc il y a un engagement pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés maximum. Sur l'Afrique, ça va être 2,5 degrés. C'est ça ce qu'il faudrait savoir. L'argent qui est prévu pour financer ça, notamment pour les pays du Sud, les fameux 100 milliards de dollars à partir de 2020. Sur l'adaptation, on prévoit au maximum 5 milliards de dollars sur 100 et l'essentiel de l'argent ira au projet d'atténuation, donc bas carbone pour parler. Or, l'Afrique peut nourrir le monde. Je pèse mes mots, peut nourrir le monde. 80% des terres arables disponibles dans le monde sont en Afrique. L'urbanisation galopante aujourd'hui gagne sur des terres agricoles dont les sols sont fort dégradés. Et la déforestation gagne du terrain, alors que c'est le plus grand réservoir de séquestration de carbone. La forêt africaine, c'est 25% de la forêt mondiale. On parle beaucoup plus de l'Amazone et moins de la forêt tropicale. Imaginez, aujourd'hui, si je prends que l'Europe, il n'a aucune politique africaine. Je crois que le président de l'OCPE, il y a 2 ans, du haut de cette tribune, avait dit, un petit peu en plaisantant, que l'unique pays européen qui a une politique africaine, c'est la Turquie, aujourd'hui.
et pas du tout l'Union européenne. Imaginez cette chance aujourd'hui de saisir ces opportunités qu'une économie verte, une économie du savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez les Africains qui meurent tous les jours en Méditerranée. S'il n'y a pas un coprojet de développement, un projet de co-développement, vous les aurez, vous continuerez à les avoir. Donc imaginez cette autre façon de voir, de faire, de s'appuyer sur les Africains en Afrique et pas simplement favorisés par une immigration choisie ceux qui présentent les plus hauts potentiels. Moi, je pense qu'il y a une chance nouvelle à saisir pour les générations futures, pour des solidarités à la fois entre le Nord et le Sud et une solidarité intergénérationnelle. Merci Mohamed Soual. Je vais passer la parole à Anton Brinder pour la conclusion de cette table ronde. Difficile de conclure une table ronde, donc je le ferai relativement brièvement. Je crois qu'il y a deux problèmes qui sont apparus comme étant assez différents. Il y a d'un côté les régions en développement, les régions émergentes, dans lesquelles la croissance est encore forte et même certains voudraient qu'elle soit encore plus rapide. Et ceux-là, clairement, ils ont besoin de croissance, ils sont destinés à rester et ils sont destinés à garder une croissance relativement forte. On peut l'espérer pendant encore pas mal de temps, tout simplement parce que les niveaux de développement, les PIB par tête sont encore extrêmement faibles si on les compare aux nôtres dans ces régions. Et puis il y a les économies développées, celles qui ont réussi à élever le niveau de vie moyen de leur population. On a la chance ici d'être dans ce type de région. Et là, le problème, ce n'est pas un surcroît de croissance, ou ce n'est pas forcément un surcroît de croissance, c'est surtout de développer à tout prix nos capacités d'adaptation de façon à ce que demain, le niveau de vie des générations à venir ne régresse pas. Et ça, ce qu'on a compris, parce qu'on est dans un monde où rien n'est acquis. Les échanges internationaux ont montré qu'il n'y avait pas de position acquise. L'innovation technique montre qu'il n'y a pas de position acquise. Et donc tout se joue sur la capacité qu'on a à maintenir le niveau de vie, non pas que nous avons aujourd'hui pour nous, mais demain pour ceux qui vivront ici. Et ça, je crois qu'on l'a compris parce que ça a été dit extrêmement clairement également, ça passe d'abord par l'investissement. Alors, on a appelé ça en capital humain parce que c'est la terminologie des économistes, mais ça veut dire que tout se jouera sur la qualité de nos systèmes d'éducation et aussi, parce que c'est un problème qui a été évoqué, sur la capacité que nous avons à répondre aux contraintes environnementales que les pays les plus développés ont contribué à créer tout simplement parce qu'ils ont inventé ce mode de production. Ce mode de production, ensuite, il est en train de s'étendre à l'ensemble de la planète, qui n'arrive pas à supporter tout ça. Et donc, il y a un énorme défi qui fait que le dynamisme économique partout dans le monde, il est beaucoup plus dans les capacités d'adaptation que dans les taux de croissance. Et je crois que c'est une des conclusions, en tout cas, qu'on pouvait tirer de cette réunion. Merci beaucoup. Merci à tous.